Il y a des gens qu'on a toujours qualifiés de lents, de trop tranquilles, de trop dans leur bulle, trop attachés. Des gens à qui on a dit parfois avec bienveillance, parfois moins, qu'ils manquent d'ambition, qu'ils auraient dû bouger, décider ou lâcher prise plus vite. Ces personnes ont souvent fini par croire, par se battre contre leur propre nature et par s'épuiser à vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Et si tout ce qu'on leur avait dit était faux? Et si ce qu'on avait pris pour de la lenteur était en réalité de la profondeur? Ce qu'on avait pris pour de l'attachement, de la loyauté. Ce qu'on avait pris pour de l'inertie, c'est de l'endurance. En psychologie positive, il existe un concept développé par Angela Duckworth, chercheuse à l'Université de Pennsylvanie, le grit. La ténacité, la capacité à maintenir sa passion et sa persévérance sur le long terme malgré les obstacles. Ces recherches publiées en 2007 dans le journal of Personality and Social Psychology ont montré que le grit était un meilleur prédicteur de succès que le QI, le talent ou les ressources disponibles. Ce que Duckworth a mis des années à mesurer en laboratoire, l'Ayurveda le décrivait depuis 5000 ans et il lui avait donné un nom, Kapha. Le dosha le plus sous-estimé, le plus mal compris et probablement le plus puissant des trois quand il est bien orienté. Aujourd'hui, on va lui rendre justice. Bienvenue dans les Marmites Nomades. Aujourd'hui, on clôture notre trilogie sur les doshas et on termine par celui qui mérite le plus qu'on prenne le temps, Kapha. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, l'introduction sur les doshas, l'épisode sur Vata et Pitta, je vous conseille de commencer par là. On va utiliser directement les concepts qu'on a construits ensemble. Prakriti, Vikriti, les gunas, les datus, sans les réexpliquer. Les vidéos sont sur mon espace YouTube. Alors, Kapha. On va faire la même chose que pour les deux autres doshas, on va oublier les listes. On va juste partir sur une image. Kapha, c'est la terre après la pluie. Pas la boue, pas le marécage, la terre après la pluie, qui est dense, fertile, stable, nourricière, celle dans laquelle les racines s'enfoncent profondément, celle qui retient l'eau sans se dissoudre, celle qui donne naissance à tout ce qui pousse, à tout ce qui dure, à tout ce qui nourrit. C'est ça le dosha Kapha. L'énergie qui donne au corps sa forme, sa solidité, sa cohérence. Si Vata est le vent qui fait bouger les choses et Pitta le feu qui les transforme, Kapha est la terre qui les maintient ensemble. Sans lui, rien ne tient. Les os s'effondrent, les cellules perdent leur structure, les articulations s'usent sans lubrification, le corps se dessèche et se fragmente. Kapha, c'est ce qui fait que vous êtes encore debout après des années d'efforts. C'est ce qui fait que vous tenez vos engagements quand tout le monde est épuisé. C'est ce qui fait que les gens reviennent vers vous, pas pour votre brillance ou votre rapidité, mais pour votre présence, pour cette qualité rare de quelqu'un qui est vraiment là, stable et fiable. Les personnes à dominance Kapha ont une capacité exceptionnelle à aimer avec constance, à se souvenir, à rester présentes dans la durée. Elles sont des amies qui sont là depuis 15 ans et qui le seront en dans 15 ans. Les mères qui gardent le foyer, les soignants qui ne lâchent pas, les gardiens de la mémoire familiale et collective. C'est aussi le dosha de la patience. Là où Vata s'agite et Pitta s'impatient, Kapha attend. Il prend le temps. Il n'est pas pressé parce qu'il a une confiance naturelle dans le fait que les choses se feront en leur temps. Et cette confiance-là, dans un monde qui valorise la vitesse et l'urgence permanente, est devenue une forme de sagesse rare. Et voilà ce qu'on entend presque jamais sur Kapha, parce que la plupart des contenus s'arrêtent à ces déséquilibres. C'est le dosha de l'endurance extraordinaire, de la loyauté absolue, de la profondeur émotionnelle que peu de gens atteignent dans une vie. Ce n'est pas de la lenteur, c'est de la profondeur. Et la profondeur, ça ne se voit pas tout de suite, ça se mesure sur la durée. Ce n'est pas un défaut à corriger, c'est une force à comprendre pour ne pas la laisser se figer en immobilité. Maintenant, rentrons dans la biologie de Kapha. Comme pour Vata et Pitta, il ne fonctionne pas comme un bloc uniforme. Il se décline en 5 sous-doshas, 5 expressions spécifiques de l'énergie eau-terre, dans des zones précises du corps. On va les détailler un par un parce que chacun éclaire des symptômes que vous n'auriez jamais reliés entre eux sans ce cadre. Nous allons commencer par Avalambaka Kapha. D'abord, nous allons faire de l'étymologie. Avalambaka vient du sanskrit avalamba, soutenir, porter. Il est localisé dans le cœur, les poumons et le bas du dos. C'est celui qui soutient les deux autres doshas, littéralement. Il protège le cœur de la chaleur excessive de Pitta et lubrifie les poumons pour que Vata puisse y circuler librement. C'est le Kapha fondateur, celui dont dépendent tous les autres sous-doshas. Quand Avalambaka est affaibli ou en excès, les poumons se congestionnent,
la respiration devient lourde, le cœur se fatigue et le bas du dos s'alourdit. C'est pour ça que les personnes à dominance kapha sont souvent sujettes aux bronchites répétées, aux mucosités chroniques, aux sensations de poitrine lourde. Sur le plan scientifique, les recherches sur le mucus pulmonaire sont ici particulièrement éclairantes. Une étude publiée en 2018 dans le European Respiratory Journal par Button et son équipe à l'Université de Caroline du Nord a montré que la viscosité et la densité du mucus bronchique variaient significativement selon les profils physiologiques individuels. Certaines personnes produisent naturellement un fluide plus dense et plus abondant, ce qui correspond précisément au profil Avalambaka kapha aggravé, qui est décrit dans le Charaka Samhita. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la même observation clinique, mais avec plusieurs millénaires d'écart. Nous passons ensuite à Kledaka kapha. Kledaka vient de kleda, qui signifie humidifié, mouillé. C'est le kapha de l'estomac, le mucus gastrique, qui tapisse et protège les parois stomacales. Son rôle est fondamental. Sans lui, l'acide chlorhydrique, produit par Pachacapita, brûlerait directement les muqueuses, la muqueuse gastrique. Kledaka est littéralement le bouclier qui permet à Pitta de faire son travail sans détruire les tissus qu'il est censé servir. Quand il est en excès, ça représente une digestion lente, une sensation de lourdeur après les repas, des nausées matinales, le goût sucré ou muqueux dans la bouche. Quand il est insuffisant, ça provoque des ulcères, des brûlures et les muqueuses sont à vif. La médecine moderne a identifié ce mécanisme avec précision. Les cellules mucipares de l'estomac, celles qui produisent ce mucus protecteur, font l'objet de recherches intensives depuis les travaux de Barry Marshall et de Robin Warren, prix Nobel de médecine 2005 pour la découverte d'Helicobacter pylori. Leurs recherches ont montré que cette bactérie cause des ulcères précisément en dégradant la couche muqueuse protectrice. Ce que l'Ayurveda appelait un Kledaka kapha affaibli. Ici, la convergence est totale et scientifiquement irréfutable. Passons ensuite à Bodhaka kapha. Maintenant, Bodhaka vient de Bodha, percevoir, connaître. Il est localisé dans la bouche et la gorge. C'est la salive et les sécrétions buccales. Il gouverne le sens du goût, la capacité à percevoir les 6 rasas, donc les 6 saveurs. Et en Ayurveda, le goût n'est pas qu'une sensation agréable, c'est un outil diagnostique. La salive est aussi le premier agent digestif. Elle initie la dégradation des glucides avant même que les aliments n'atteignent l'estomac. Quand Bodhaka est en excès, la salive est abondante, le goût est altéré, sensation de mucus dans la gorge au réveil. Quand il est insuffisant, on a la bouche sèche, on a une perte de goût et une digestion qui démarre mal. Les recherches en physiologie digestive confirment ce rôle central. Une étude clinique majeure menée par les chercheurs Humphrey et Williamson a cartographié la composition et les fonctions de la salive humaine, démontrant qu'elle contient des centaines de protéines, dont des enzymes digestives, des agents immunitaires et des marqueurs hormonaux. Elle est aujourd'hui considérée comme un fluide diagnostique majeur. Des travaux récents montrent qu'elle contient des biomarqueurs de maladies cardiovasculaires, de diabète et même de certains cancers. L'Ayurveda avait identifié la bouche comme un miroir de l'état interne du corps. La science moderne lui donne raison avec une précision moléculaire. Nous passons ensuite à Tarpaka kapha. Alors, Tarpaka vient de Tarpana, nourrir, satisfaire. Il est localisé dans le cerveau, les sinus et la moelle épinière. Il baigne et protège le système nerveux central, notamment à travers ce qu'on appelle en anatomie moderne le liquide céphalorachidien. Tarpaka nourrit les sens, maintient la mémoire à long terme et donne cette qualité de contentement profond, cette satisfaction tranquille qui caractérise les personnes kapha équilibrées. Quand il est en excès, c'est des sinusites chroniques, brouillard mental, mémoire qui ralentit, somnolence excessive. Quand il est perturbé, il y a une perte de mémoire, anxiété et désorientation. La convergence avec la science est ici fascinante. Et je vais nuancer comme il se doit. Le liquide céphalorachidien est aujourd'hui reconnu comme bien plus qu'un simple coussin mécanique pour le cerveau. Les recherches de Maiken Nedergaard à l'université de Rochester, publiées en 2013 dans Science, ont découvert le système glymphatique, un réseau de nettoyage cérébral qui s'active principalement pendant le sommeil et utilise ce fluide pour éliminer les déchets métaboliques du cerveau, notamment les protéines associées à la maladie d'Alzheimer. Ce mécanisme correspond remarquablement à la fonction nourrissante et purifiante décrite pour Tarpaka kapha. La convergence est suggestive et intellectuellement stimulante, mais il serait prématuré d'affirmer une équivalence directe. On reste dans le domaine de la résonance entre deux systèmes d'observation. Nous passons ensuite à Sleshaka kapha. Sleshaka vient de slesha, tenir ensemble, unir. C'est le kapha des articulations, le liquide synovial qui lubrifie chaque jointure du corps. Sans lui, les os se frottent les uns contre les autres
Le mouvement devient douloureux, les articulations s'enflamment et s'usent, c'est le sous-dosha le plus directement observable. Quand il est insuffisant, les articulations craquent, raidissent et font mal. Quand il est en excès, c'est des gonflements, de la lourdeur, des œdèmes articulaires. Les recherches en rhumatologie confirment le rôle central du liquide synovial. Une méta-analyse publiée en 2019 dans Nature Reviews Rheumatology par Lowther et son équipe a montré que sa composition et sa viscosité variaient significativement selon l'état inflammatoire systémique et que les interventions anti-inflammatoires alimentaires amélioraient mesurablement sa qualité. C'est exactement ce que l'Ayurveda prescrit pour rééquilibrer Sleshaka Kapha. Pour finir cette section, parlons des datus. Les tissus gouvernés principalement par Kapha. Il y a Rasa Dhatu, la lymphe et le plasma, les premiers fluides nourriciers, Mamsa Dhatu, le tissu musculaire, et Meda Dhatu, le tissu adipeux, et Shukra Dhatu, le tissu reproducteur. Ces 4 tissus ont en commun d'être denses, nourrissants et structurants. Quand Kapha est équilibré, ils sont sains, abondants et bien nourris. Quand il est en excès, ils s'alourdissent, s'accumulent et perdent leur mobilité. C'est là que la prise de poids, la rétention et la congestion lymphatique s'installent. Pas comme une fatalité, mais comme un signal. Un signal que quelque chose dans l'équilibre de Kapha demande de l'attention. Maintenant, voyons Kapha dans le temps. Comme pour Vata et Pitta, une fois que vous avez compris à quelle heure et à quelle saison ce dosha domine, vous allez comprendre des choses sur votre corps et votre énergie que vous n'aviez jamais réussi à expliquer. On va passer déjà aux heures. Dans le système des dosha kala, les cercles circadiens ayurvédiques, Kapha gouverne 2 créneaux précis, de 6h à 10h le matin et de 18h à 22h le soir. Le créneau de 6h à 10h, c'est leur Kapha par excellence. Cela explique quelque chose que beaucoup de gens vivent sans comprendre. Cette lourdeur du réveil, cette résistance à sortir du lit, cette sensation d'être dans du coton pendant la première heure de la journée. Ce n'est pas de la paresse ni un manque de motivation, c'est le moment là où Kapha domine. C'est dense, lent, lourd, au moment précis où vous essayez de démarrer. Et voilà pourquoi l'Ayurveda recommande depuis des millénaires de se lever avant 6 heures, dans la fenêtre du Brahma Muhurta dont on a parlé dans l'épisode sur Vata. Se lever avant que cette lourdeur n'installe sa domination rend le réveil infiniment plus fluide. Vous entrez dans la journée dans la légèreté de Vata, mobile, subtil, créatif, plutôt que dans la densité. Ceux qui ont essayé le savent, se lever à 5h30 est souvent plus facile que de se lever à 7h30. Ce n'est pas de la torture matinale, c'est de la chronobiologie ayurvédique. Les recherches modernes sur les rythmes circadiens confirment ce phénomène. Les travaux de Till Ronnenberg à l'université Ludwig Maximilian de Munich, notamment son concept de chronotype publié dans Current Biology en 2012, montrent que la résistance au réveil n'est pas uniforme et varie selon des cycles biologiques précis. Ronnenberg a identifié que la fenêtre entre 6h et 8h du matin correspond à un pic de production de mélatonine résiduelle chez la majorité des individus, ce qui crée exactement cette lourdeur que l'Ayurveda attribue à Kapha. 2 systèmes d'observation, 2 millénaires d'écart, même conclusion. Le créneau de 18h à 20h, c'est le Kapha du soir. L'énergie redescend, le corps s'alourdit, la digestion ralentit. C'est le moment idéal pour des activités douces, un repas léger, une promenade tranquille, des échanges en famille, une lecture. Et c'est le moment le moins adapté pour les décisions importantes, les conversations difficiles ou le travail intense. Le Kapha du soir vous invite à poser le rythme de la journée, pas à le maintenir. Et voilà quelque chose d'important sur le sommeil. Se coucher avant 22h, à la fin de ce créneau, permet de s'endormir dans cette énergie naturelle, dense, lente, stable. C'est exactement l'état dans lequel le corps veut entrer pour dormir. Rester éveillé après 22h, je me reconnais là-dedans, c'est entrer dans le créneau Pitta nocturne. Et comme on l'a vu dans l'épisode précédent, Pitta vous donne un second souffle artificiel qui rend l'endormissement difficile. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est de la physiologie. La saison Kapha maintenant, c'est le printemps et la fin de l'hiver. Cette période de transition où la nature sort de son sommeil, mais où l'air est encore froid et humide. La neige qui fond, les premières pluies, l'humidité qui monte de la terre, tout ça c'est Kapha. Et si vous avez remarqué que vos allergies explosent au printemps, que vous avez plus de mucus,
mucus, de congestion ou de lourdeur en mars et avril, c'est votre kapha interne qui résonne avec le kapha externe. Les deux se renforcent. L'Ayurveda appelle cette période Kapha Kala, le temps de kapha, et les textes recommandent un protocole précis pour cette saison, ce qu'on appelle Vasanta Ritucharya. Le régime du printemps, on allège l'alimentation, on augmente le mouvement, on privilégie les saveurs piquantes et amères pour stimuler l'ani et drainer l'excès accumulé pendant l'hiver. La détox de printemps n'est pas une invention du marketing bien-être, c'est une prescription ayurvédique millénaire qui a une logique physiologique précise. Des recherches en immunologie saisonnière confirme cette observation. Une étude publiée en 2015 dans Nature Communication par Dopico et son équipe à l'université de Cambridge a analysé l'expression de 23 000 gènes sur des cycles saisonniers. Elle a montré que le système immunitaire et les marqueurs inflammatoires atteignaient leurs niveaux les plus élevés en hiver et au début du printemps. C'est exactement la période kapha, les mécanismes évolutifs qui expliquent cette suractivation immunitaire hivernale correspondent précisément à l'accumulation décrite dans les textes ayurvédiques. Les grandes étapes de la vie. Kapha gouverne l'enfance et l'adolescence précoce. De la naissance jusqu'à environ 16 ans. C'est l'âge de la croissance, de la construction des tissus, de la formation des muscles, de la graisse et de la masse corporelle. L'âge où Rasa, Mamsa et Meda Dhatu se construisent activement. C'est pour ça que les enfants sont naturellement plus sujets aux maladies kapha, congestion, mucus, bronchite et angines à répétition. Pas parce qu'ils sont fragiles, mais parce que leur corps est en pleine phase de construction. Et c'est pour ça que l'Ayurveda recommande pour eux une alimentation particulièrement nourrissante et chaude, des aliments qui soutiennent ces tissus sans alourdir excessivement le métabolisme. Le lait chaud avec du ghee et de la cardamome le soir. Une recommandation qu'on retrouve dans le Charaka Samhita. N'est pas une superstition, c'est une prescription pour nourrir Rasa et Mamsa Dhatu pendant la phase de croissance maximale. Et voilà quelque chose qu'on n'entend jamais et qui éclaire beaucoup de choses sur notre rapport à l'éducation et à l'enfant. Demander à un enfant d'être rapide, décisif et compétitif, c'est demander à une énergie fondamentalement kapha de se comporter comme Pitta ou Vata. C'est aller contre la nature du cycle de vie. L'enfance est le temps de la construction lente, profonde, stable, pas de la performance immédiate. Vous comprenez maintenant la puissance de cette force lorsqu'elle est à l'équilibre. Mais que se passe-t-il lorsque cette terre fertile, nourricière et stable commence à stagner? Lorsque l'eau et la terre s'accumulent au-delà des limites biologiques, la structure devient un piège. Dans la seconde partie de cet épisode, nous allons explorer la face cachée de ce dosha. Nous verrons comment une trop grande générosité peut mener au burn-out du donneur, pourquoi votre métabolisme refuse parfois de démarrer et surtout les gestes concrets et scientifiquement validés pour remettre cette terre en mouvement. Ne bougez pas, on se retrouve très bientôt pour la suite et la fin de notre trilogie sur les doshas. C'est Eliani des Marmites Nomades. Prenez soin de votre terre et je vous embrasse très fort. À très bientôt.